Notre rubrique de Atid Israël qui parle des personnages historiques de notre histoire moderne. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un personnage assez unique, un peu plus connu que les autres, que le personnage précédent on a parlé, c'est Yoel Moshe Salomon. Yoel Moshe Salomon, on l'a vu il y a une semaine pour ceux qui étaient avec nous, il est la troisième génération des étudiants du Gaon de Vilna. Une semaine, on a parlé du Rav Israël Mishklov, qui est venu avec plus de 500 de ses étudiants et leurs familles dans les années 1808, 9, 10, 19e siècle, pour cultiver la terre, pour la préparer à la venue du Messie. Et on a annoncé déjà qu'effectivement, même si la plupart de ces personnes n'ont pas survécu aux épidémies qui avaient lieu à Tzfat, mais les 70 qui sont restés en vie, ils nous ont légué quelque chose, et eux et leurs enfants et leurs petits-enfants, ils nous ont légué quelque chose de tout à fait unique et fantastique, ce dont on va parler aujourd'hui. Yoel Moshe Salomon, il est fondateur du premier journal en hébreu, en Eretz Israël, et qui était diffusé dans tout le monde juif. Il est le fondateur de ce qu'on appelle la Em Hamoshavot, la mère de toutes les colonies de peuplement juive, qui a été fondée en 1778 à Petah Tikva. Il est le fondateur, le cofondateur d'un des premiers quartiers, véritablement le premier quartier qui a été bâti par les Juifs avec les mains juives, qui est à Jérusalem, hors des murs de Jérusalem, hors des murailles de la vieille ville, qui s'appelle Nachalat Shiva. Il a fait énormément de choses. En plus de cela, il était un Talmid Chacham Atzum qui, dans la synagogue centrale de Jérusalem, surnommée Achurva de Rabbi Yehuda Chassid, qui est d'ailleurs aujourd'hui aussi la synagogue centrale de la vieille ville de Jérusalem, qui y donnait un shiur, une leçon quotidienne de Gemara, qui était un ilouï, tout ce que vous voulez. Bon, on va parler de cette personne, de ce qu'il nous a légué. Et là, vous pensez que je vous ai déjà raconté l'essentiel? Non, détrompez-vous. Non, ce n'est qu'une partie. On commence. Même si c'est impossible de compiler tout ça, de mettre tout ça dans 27-28 minutes de temps qu'on a, mais on va essayer. Début du 19e siècle, le Rav Avraham Shlomo Zalman quitte la Lituanie pour, suivant les élèves du Gaon de Vilna, venir en Eretz Israël. Il arrive en 1813 à Akko, puis poursuit sa route à Tzfat et arrive à Jérusalem. Sur la route avec sa famille, ses enfants, sa femme, il a eu le temps, cette route a pris 1 an, il a eu le temps d'apprendre un métier, le métier d'orfèvre. Et c'est pour ça que son métier devient aussi son nom de famille. Il devient le Rav Shlomo Zalman Tzoref. Tzoref, en hébreu, c'est orfèvre. Il arrive à Jérusalem et là, on l'a déjà dit, il fait des démarches invraisemblables, tant au niveau national qu'au niveau international, pour finir le feu vert de Muhammad Ali et ensuite des autorités qui règne ici de la part de l'Égypte. Ça a duré environ 8 ans. Ensuite, il obtient le feu vert des autorités d'Istanbul, Constantinople, pour rebâtir Bet Knesset, la synagogue centrale, qui est fermée depuis le début du XVIIIe siècle. Et en 1851, on commence à l'élever de nouveau. Maintenant, il faut dire que ce n'était pas une chose si simple, encore une synagogue. Quelle différence? Non, ce n'était pas seulement une synagogue, ce n'était pas seulement la synagogue qui allait devenir la synagogue centrale de la vieille ville, c'était une synagogue qui était aussi plus haute que les mosquées, et d'autant plus haute que la mosquée qui était sur le mont du Temple, sur le Haram al-Sharif. Donc, imaginez-vous qu'il fallait payer beaucoup de bakshish
beaucoup d'argent, qu'il fallait faire beaucoup de démarches pour qu'une synagogue sous tutelle turque, musulmane, ottomane puisse s'élever au-delà des minarets, au-delà des misgadim et des mosquées centrales, entre autres celle sur le mont du Temple. Voilà. Et c'est pour cela, ça on l'a déjà mentionné, qu'il paye de sa vie en 1851. Il est assassiné par les Arabes qui voient ça d'un très mauvais œil. Il est la première victime juive du terrorisme arabe en Eretz Israël. Il figure d'ailleurs, on l'a dit, sur la liste de ces victimes du site de l'armée de défense d'Israël. Il y figure à la place numéro 1. C'est la première victime. Maintenant, qui est-ce qui dit le Kaddish et qui est-ce qui prononce l'oraison funèbre sur sa tombe? C'est pas son fils Mordechai qui est malade, qui a aussi beaucoup de mérite, mais c'est son petit-fils. Son petit-fils qui s'appelle Yoel Moshe Salomon, à 13 ans. Il est appelé le fils de Jérusalem, le fils de tout Jérusalem. Pourquoi? Parce que tout le monde est emballé par ses capacités toraniques, par ses capacités talmudiques, par sa capacité de parler, de porter un message. Et donc, c'est lui qui prononce à 13 ans le discours au sujet de son grand-père. Et chose qui est déjà annonciatrice, qui indique beaucoup de choses quant à son avenir. Il faut savoir que son père, Mordechai, lui aussi, était une personne centrale dans la communauté juive de Jérusalem. Il était tant Talmid Chacham que aussi il était, on peut dire, presque le premier agriculteur juif. Il avait obtenu des terres, quelques centaines de dunams, près de ce qu'on appelle aujourd'hui Ekron. Il s'est déjà adressé à Lord Montefiore, à Sir Montefiore, le grand, comment dire, l'adresse pour tous les Juifs du monde entier durant tout le 19e siècle, tant en Eretz Israël que partout ailleurs. Il les aidait tant au niveau financier qu'au niveau politique. Il était l'ami de la reine d'Angleterre, il était le chef de la London City Bank, il était énormément de choses à son acquis. Il est venu en Eretz Israël 7 fois de Londres. Lors de sa seconde visite, eh bien, vient le voir Mordechai Solomon et lui propose tout un programme de peuplement d'Eretz Israël déjà dans les années 30-40 du 19e siècle. Son fils, comme on l'a dit, Yoel, est très prometteur. Est très prometteur tout d'abord au niveau de la Torah. Il étudie chez le grand rabbin de Jérusalem, le Rav Shmuel Salant. Il part ensuite étudier dans les yeshivot lituaniennes. En Lituanie, on lui propose de rester, de devenir le rabbin d'une des yeshivot, d'une des villes. Il refuse, il n'est pas prêt à échanger le travail, c'est ainsi qu'il le dit, le travail et les fruits de son travail de Eretz Israël avec quelques emplois, même respectables, aussi respectables qu'ils soient, en Lituanie, en Pologne ou ailleurs. Mais en attendant, avant de retourner avec un ami, il s'arrête à Königsberg, où ils apprennent l'art de la lithographie, de l'imprimerie. Et c'est ainsi que lorsqu'ils reviennent dans les années, au début des années 60 en Eretz Israël, eh bien, ils reviennent pas seulement avec une machine à imprimer, mais aussi avec la connaissance de cet art de lithographie, de l'imprimerie. Et en 1863, à Jérusalem,
il commence à imprimer le premier journal en hébreu qui s'appelle Alevanon. Alevanon, on peut le voir, on peut partager. Et, regarde, voilà, ça, vous voyez ici, ça c'est Yoel Moshe Salomon, la personne. En soi, ça c'est en 1863, vous pouvez voir. Ça c'est l'image de Mea Shana Leitonut Ba'aretz. C'est un timbre 100 ans de journalisme en Eretz Israël, premier journal en hébreu qui a commencé à apparaître en 1863 à Jérusalem, pas loin de la vieille ville. Il était imprimé. Et donc ça, on parle, il faut le dire, 18 ans avant que Ben Yehuda, Eliezer Ben Yehuda, ait fait son aliyah. Déjà, en Israël, en Eretz Israël, on parle hébreu, on écrit en hébreu, on publie en hébreu. C'est un journal qui est diffusé encore dans toutes les tfutzot Israël, comme on dit, dans toute la diaspora d'Israël. Ça, c'est pour la première fois. Maintenant, 1865 arrive à Jérusalem et dans le Yishuv, dans ce qu'on appelle le Yishuv Hayashan, arrive une épidémie de choléra qui décime, plus que décime, la communauté juive. Un tiers de la communauté décède. Les conditions de vie en Eretz Israël et surtout dans la vieille ville de Jérusalem, elles sont très, très difficiles. Il faut savoir que déjà à l'époque, on parle de 1865, la majorité absolue des habitants de la vieille ville de Jérusalem, ils sont juifs. Un peu moins de 20 000 habitants sont là à habiter sur un territoire de exactement 1 kilomètre sur 1 kilomètre, avec d'autres arabes, chrétiens, musulmans, arméniens, aussi bien que les Arméniens y soient venus plus tard, mais ils sont cantonnés dans des conditions très, très difficiles et aussi dans des conditions pas très salubres. Il y a certes déjà des hôpitaux, il y a beaucoup d'hôpitaux à Jérusalem, mais les conditions sont très difficiles, ce qui fait que un groupe de juifs, Yosef Rivlin, Yoel Moshe Salomon, Stampfer et d'autres, eh bien, se décident de sortir des murailles de la vieille ville. Sortir des murailles de la vieille ville, ça veut dire à l'époque risquer la vie. Pourquoi? Parce que les portes des murailles, le soir, se ferment, se rouvrent le matin. Tout ce qui est hors des murailles est en proie aux bandits, aux brigands, aux assassins bédouins qui sont là, aux bêtes sauvages, etc. Donc, une personne qui sort de la vieille vie et qui ne peut pas y rentrer, on peut presque faire shiva à son sujet. Et ces personnes, elles sont là, elles se décident, écoutez, Yoel Moshe Salomon, Yosef Rivlin, encore d'autres, encore une fois, ils se décident, on va fonder les premiers quartiers hors de la vieille ville de Jérusalem. On ne les laisse pas sortir. Il y a une opposition intérieure très féroce parce que dans le Yishuv Hayashan, dans ce qu'on appelle le vieux Yishuv, le Yishuv Haredi, il y a une dissension très forte quant au travail productif. Il y a des personnes comme les familles Rivlin, comme les familles Solomon, comme les familles Stampfer, comme les familles Barnes, etc., qui sont là pour sortir, qui sont fidèles à la Torah et à la Mishnah du Gaon de Vilna, qui dit que nous devons nous établir par l'agriculture, par la construction d'immeubles, par la conquête de la terre véritable. C'est ainsi que nous allons amener la délivrance. Et puis il y a d'autres qui disent, écoutez, si tous ceux qui nous financent de l'étranger dans le cadre de l'argent de Chalouka, argent qui est distribué aux Juifs de Eretz Israël, au Yishuv Hayashan, s'ils vont apprendre que nous ouvrons des usines, que nous achetons des terrains, que nous commençons à cultiver, etc., eh bien, ils vont nous dire, Khaverim, nous avons nos propres problèmes, vous vous débrouillez très bien, ils vont nous couper les fonds. Alors, et c'est pour ça qu'il y a une lutte interne, cela dit,
cela n'empêche pas les Yoel Moshe Salomon et ces personnes à sortir et à construire d'abord le quartier qui va être appelé le domaine des 7, Nachalat Shiva. Qui sont les 7? C'est Salomon, Rivlin, Stamfer et encore quelques autres juifs qui s'établissent dans le premier quartier. Ce n'est pas le premier quartier juif hors de l'enceinte de la vieille ville, mais c'est le premier quartier qui est absolument construit par eux-mêmes. Maintenant, ils construisent aussi selon les directives du Gaon de Vilna. Par exemple, vous ne verrez jamais des rues qui se croisent sous la forme d'une croix, parce que une croix qui fait allusion au christianisme ne peut pas être dessinée même pour des raisons, ce qu'on pourrait appeler d'architecture ou pour tracer des rues. On a déjà dit qu'ils bâtissent des maisons qui ne sont pas de 2 étages, mais qui sont plus horizontales que verticales pour occuper plus de terrain. Et voilà que en 1968, eh bien, il y a le premier quartier qui est bâti de main juive et qui s'appelle Nachalat Shiva, où les gens vivent à Jérusalem. Maintenant, c'est seulement le premier quartier. Parce qu'une fois ce quartier construit, eh bien, il continue. Chaque fois qu'on prend, on prend position dans un endroit, eh bien, déjà, on continue dans le quartier suivant. Son ami Rivlin, Yosef Rivlin, eh bien, il est surnommé Shtetl-Macher. Shtetl, tout le monde sait ce que c'est, Macher, faiseur de Shtetl, c'est-à-dire constructeur de maisons, constructeur pas de maisons, mais de quartiers. Un quartier, ce n'est pas grand comme aujourd'hui, c'est un pâté de maisons qui est construit sous forme de murailles. Il en construit 18. En parallèle, qu'est-ce que fait Yoel Moshe Salomon? Il s'occupe à écrire. Il enseigne, il a son cours quotidien, on l'a dit, de Gemara dans le Bet Knesset central de Jérusalem. Il y est le Gabay, il est journaliste, il est fondateur de journal. Ce journal, à Lebanon, n'a pas duré longtemps, il a été fermé, mais il continue à écrire. Il continue à écrire dans la presse juive. Et puis, tout d'un coup, dans les années 70, fin des années 70, il laisse tomber la plume. Et il écrit, il écrit dans un de ses articles que Mitkuli rigvei haaretz yoter mikol advarim veneumim yafim, c'est-à-dire la terre et le travail de la terre est à mes yeux beaucoup plus doux que toutes les belles paroles et discours que je peux tenir et écrire dans la presse. Et avec 3 de ses amis, Zerach, Baranet, Stamfer et Rivlin, si je ne me trompe pas, ils descendent vers ce qu'on appelle aujourd'hui Gush Dan, dans la région d'aujourd'hui de Petah Tikva, et ils vérifient, ils achètent 9000 dunams. Il faut savoir, 9000 dunams, à l'époque, c'est plus que tout le terrain occupé par tous les Juifs d'Eretz Israël, qu'ils soient à Tibériade, à Hebron, à Tzfat, à Jérusalem. Ces 9000 dunams, eh bien, ils dépassent toute la superficie occupée par tous les Juifs de l'époque. Ils y amènent avec eux, pour prendre conseil, un médecin grec, Mazaraki, pour qu'il dise si les terres elles sont cultivables. Maintenant, c'est des terres qui sont près du Yarkon, de la rivière du Yarkon, et comme le dit la chanson, on va entendre, si j'aurai suffisamment de charge là, dans l'ordinateur, la chanson de Arik Einstein, eh bien, il a dit ce que leur dit le médecin grec, c'est que, chers amis, vous savez, comment est-ce qu'on mesure, on peut avoir des symptômes si une terre est bonne ou pas bonne. C'est la présence d'oiseaux.
S'il n'y a pas d'oiseaux, ça veut dire qu'elle est pestilentielle, ça veut dire qu'il y a ici la malaria, ça veut dire qu'ici, c'est mortifère, c'est quelque chose où il y a danger imminent. Et effectivement, ils arrivent là-bas et il n'y a pas d'oiseaux. Et Mazaraki, qui les accompagne, il dit, bah, écoutez, les amis, ici, c'est dangereux. Et il les voit, ils commencent à s'embrasser, à pleurer. Il leur dit, comprenant que visiblement, c'est des larmes de chagrin, il leur dit, bah, écoutez, vaut mieux payer ça de la prix de vos fonds que de la prix de vos enfants et votre propre vie, de la prix de vos femmes, etc. Et eux lui dire, mais non, tu n'as rien compris. On pleure de joie. On pleure de joie. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de nous établir, de conclure l'accord d'acheter ces terres. Effectivement, la veille du 9 av 1878, il conclut l'accord à Jaffa pour acheter ces terres qui vont devenir les terres de Petar Tikva. Leur première récolte entre autres de grains, eh bien, ils en amènent le maaser à Jérusalem, à Mea Shearim. Ils sont accueillis, ils disent que tous les Kohanim viennent à nous, on va leur donner les Trumot, les Maasrot, ils en profitent de notre première récolte de blé. Et peut-être, vous savez, encore une des personnes qui étaient les cofondateurs de Petar Tikva, on a dit c'était Zerar Baranet. On n'aura pas le temps de lui accorder un cours en soi, mais je voudrais quand même juste parler en deux mots de cette personne fantastique. C'était un juif, Talmid Chacham, qui a étudié dans les yeshivot lituaniennes, qui a ensuite émigré en Angleterre, qui est devenu un businessman qui a beaucoup réussi, qui a fait énormément d'argent et qui a décidé à faire son alia en Eretz Israël. Quand je dis son alia, ce n'est pas une alia, ce n'est pas deux aliyas, ce n'est pas trois aliyot, ce n'est pas quatre aliyot. Chaque fois, il venait en Eretz Israël, il dépensait tout son argent à acheter des terres, à bâtir des maisons, et puis ensuite repartir pour se refaire de l'argent en Angleterre et ainsi de suite pendant 15 fois. 15 fois, à tel point qu'une fois, sa femme, elle en a eu marre. Elle s'est adressée au grand rabbin de Jérusalem, le Rav Shmuel Salant. Il dit, écoutez, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas, mon mari ne cesse pas de risquer sa vie, ma vie, la vie de notre famille, à venir chaque fois revenir et repartir comme un yo-yo, etc., etc. Bon, le Rav Salant, il dit, si c'est comme ça, effectivement, je dois vous divorcer, et puis, Zahar Baranet, il vient et il dit, oui, je comprends, mais ma femme, vous savez comment elle m'appelle? On dit, ouais, non. Elle dit que je suis fou. Elle dit que je suis fou. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Ben, je suis d'accord. Je suis effectivement fou. Et vous savez qu'un fou, il ne peut pas donner le guet. Il n'est pas cachère pour donner son guet. Donc, je ne peux pas véritablement divorcer de ma femme. Donc, effectivement, ils n'ont pas divorcé. Et c'est que la psycha de Rav Shmuel Salant, c'était Shlom Bayit. C'était Shlom Bayit. Là, Zerach Baranet, il n'a pas seulement établi la Petar Tikva, mais il a également établi le premier quartier hors de l'enceinte, pas de Jérusalem, mais de Yafo, de Jaffa, Neve Tzedek. Tous le connaissent, ça fait aujourd'hui partie de Tel Aviv, mais il était fondé avant que Tel Aviv ne naisse. Et celui qui y habitait, eh bien, c'était le grand rabbin de Yafo, qui était le grand rabbin de Yafo, avant que Rav Kook ne le devienne, le Rav Hertz. Le Rav Hertz, qui était Talmid Chacham, Mekoubal, et qui a aussi écrit le Sidur Agra, selon le Gaon de Vilna. Voilà, donc ça c'était juste pour dire un ou deux mots des partenaires
de Yoel Moshe Salomon. Donc, on voit déjà pas mal d'acquis. Petar Tikva, à Lebanon, l'imprimerie, Nachalat Shiva, construit par les Juifs hors des murs de Jérusalem. Mais ça ne s'arrête pas là. Ne craignez rien, encore quelques minutes à peine, encore quelques minutes. Et ensuite, Yoel Moshe Salomon, vers la fin du 19e siècle, il retourne, il laisse les affaires à Petar Tikva à ses enfants et à ses continuateurs. Et puis, il revient à Jérusalem et il écrit, il y habite. Et lui, ses enfants ont le temps d'y fonder encore quelque chose. Encore quelque chose qui est très connu aujourd'hui. Ça s'appelle, et c'est fondé par son fils, Chaim Salomon. Ça s'appelle la pharmacie Salomon, Levin et Elstein. Salomon, Levin et Elstein. C'est une pharmacie, bon, c'est pas un grand commencement. Vous savez comment s'appelle cette pharmacie aujourd'hui? Et surtout le laboratoire où on faisait les médicaments. Eh bien, cette pharmacie aujourd'hui, elle s'appelle Teva. Pour ceux qui connaissent, un énorme consortium de plusieurs dizaines de milliards de dollars pharmaceutiques israéliens. Ça a commencé il y a exactement 108 ans, en 1912, par le fils de Yoel Moshe Salomon, Chaim Salomon, comme la compagnie ou la pharmacie Salomon, Levin et Elstein. Il y a des rencontres annuelles des familles Rivlin, des familles Salomon, où participent des milliers de personnes. Une des personnes assez célèbres qui a, il n'y a pas longtemps, écrit un livre, une biographie véritable sur Yoel Moshe Salomon, c'est son petit-fils, c'est son arrière-petit-fils, le Rav Volansky, qui est un des rabbins centraux de la yeshiva Aramor. D'ailleurs, j'en profite pour qu'on puisse envoyer nos vœux de convalescence et de guérison pour le Rav Tzvi Tao, qui est le tête de cette yeshiva. Eh bien, celui qui enseigne là-bas, entre autres, c'est le Rav Volansky, qui a édité un livre à ce sujet. Et voilà, donc on voit que c'est là ce commencement dont les bases ont été posées par les élèves et par les descendants des élèves du Gaon de Vilna, entre autres, celui dont on a parlé aujourd'hui. Pour citer encore peut-être une dernière personne à ce sujet, c'est David Ben Gurion, qui a parlé de Petar Tikva comme le véritable commencement, le véritable commencement de l'Israël moderne. Il faut savoir qu'il a été fait par des Israéliens qui, aujourd'hui, n'auraient pas été perçus comme modernes. Loin de cela, on a parlé, pour ceux qui étaient avec nous il y a quelques jours, de Bnei Brak comme première ville charédite. C'est juste, mais pas tout à fait. On peut dire que Petar Tikva était aussi la première ville charédite, mais peut-être parce qu'effectivement, elle était construite par des personnes qui aujourd'hui auraient été perçues comme complètement charédites, mais qui voyaient dans ces actes, effectivement, un moyen d'accélérer la venue du Messie, la venue de la délivrance. Je vous quitte sur la chanson de Yoram Tarlev, Abalada al Yoel Moshe Salomon, interprété par Arik Einstein. בשנתה לך את ציר הענבים יצאו מיפו
על סוסים, חמשת הרוכבים, שטמפר בא וגוטמן בא וזרח בארנט, ויואל מוישה סלומון עם חרב באבנט. איתם רחב מזרקי הדוקטור הכסוף, לאורך הירקון הרוח שר בקנה הסוף, ליד ומלבס הם חנו בלב ביצות וסבך, ועל גבעה קטנה טיפסו לראות את הסביבה. אמר להם מזרקי אחרי שעה קצרה, איני שומע ציפורים, וזה סימן נורא.